De retour sur le plateau de Backseat, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez kiffé ce petit best-of, c'est quand même mieux un petit best-of plutôt qu'un compte à rebours pour patienter entre les deux parties de l'émission. Notre invité politique va arriver d'une minute à l'autre, ça vous a plu cette première partie aujourd'hui ? Oui, tout à fait, comme à chaque fois. C'était cool. Non, en vrai, c'était cool. Je suis très content qu'on ait eu ce moment de discussion avec Ben et tout le travail qu'il fait qui est assez impressionnant. Ouais, c'était chambé. Ouais, non, vraiment cool. Ouais, Vraiment cool. Super content qu'il ait accepté mon invitation et voilà. Non, et puis les discussions qu'on a eues sur... Putain, c'est vraiment le moment d'autocongratulation. Elle est vraiment bien cette émission. Hein. Non, elle est pas mal, ouais. Ah, elle est vraiment pas mal. C'est quoi, l'invité est en retard, c'est ça? Très légèrement. Ouais. C'est ça. Dans l'oreillette, ils me disent vas-y, gagne du temps. Donc là, il faut meubler. Ouais. Tu danses? Tu peux faire une danse, s'il te plaît? Ouais, sinon... Non, je sais pas, la politique, tout ça. Ouais, non, c'est bien, c'est sympa. J'en danse, Voilà, s'il te tu plaît. le vois, le désarroi là, de l'émission en direct. Non, un grand moment. Très Ça va bonne le idée. chat? Comment ça va le chat? Vous savez qu'on vous voit, hein, vous êtes avec nous. Ça va, vous avez pas été trop blessé en début d'émission. Vous avez peut-être entendu des opinions qui sont pas les vôtres. Ça vous a pas trop... Ça va? Dérouté. Dérouté? Il y en a qui sont portent pas, il y en a qui se portent Ah, les vraiment pas, insoumis. Je voulais pas parler d'eux particulièrement. Hein. Moi, c'est trop drôle parce que j'ai l'impression que tout le monde, surtout sur Twitter, tout le monde croit que je suis insoumise. Et du coup, dès que je dis un petit truc, mais en plus pas forcément trop méchant, d'un seul coup, tout le monde est là. Oh Léa, qu'est-ce qui se passe? Et tout genre. Non, ils croient que assez t'es ouf, quoi. écolo, ils disent que t'es écolo. Ah bah non, mais ils le savent. Enfin, ils savent que j'avais. Non, il y en a plein qui pensent que je suis insoumise. Là, je me suis pris encore sur une des sur le truc que j'ai dit sur Montebourg la semaine dernière. Il y a des Ouais. Montebourgistes, Montebourgistes, je sais pas comment on les Montbourgeois. appelle, des Montebourgeois. Oh là là. Qui ont répondu genre ah oui encore cette LFiste. Je dis bah non, je suis pas du tout insoumise en fait. Pas ce problème. Non, mais c'est pas... Oui, toi, on t'identifie pas comme insoumis, Gaspard? Non, mais je sais pas pourquoi. On t'identifie comment, les gens? Bah, en vrai, c'est Toi, on sait. de temps en temps, on me dit que je suis un gauchiste quand je parle trop Ah bah, de certaines choses, et à d'autres, un droitard. Ouais. Franchement, du coup, je sais pas comment. Même moi, je sais plus vraiment qui je suis en fait. Par moment, je me pose la question, je me dis. Non, mais c'est vrai. C'est pas très grave. Hein, de Non, pas mais savoir, bien c'est sûr. pas- Non, mais en plus de ça, j'ai pas l'impression de particulièrement Alors éditorialiser. par contre, Emery Cabrac, fuck you. Il a mis Léa est soumise et ça c'est pas cool. Et merci les modos modos. d'avoir supprimé. C'est vraiment chum. Ouais, C'est alors, vraiment pas drôle. ouais, les insultes non plus. Donc, Ouais, ok, ouais. d'accord. Mais donc non, mais moi j'ai le même problème que toi. C'est vrai que ça m'arrive souvent, mais en même temps c'est intéressant. Ça dit quelque chose d'intéressant, c'est que quelqu'un qui s'intéresse à la politique doit se positionner quelque part. Genre t'es où, t'habites où? C'est pour ça que j'ai posé la question à Ben tout à l'heure, parce que en vrai de vrai, quand tu fais un peu de vulgarisation sur YouTube, t'as beau essayer d'avoir un traitement relativement neutre, ou peut-être pas neutre, parce que la neutraliser c'est compliqué, mais en tout cas un tant soit peu objectif. On va quand même toujours essayer de te ramener à une forme d'idéologie politique. Ce qui en soi n'est pas très grave, parce que moi je dis toujours que ça montre aussi une volonté de la part de certaines personnes d'essayer d'identifier les discours politiques. Et d'un certain point de vue, je trouve ça même plutôt sain, de dire que quand vous entendez quelqu'un vous parler, vous essayez de le situer. C'est pas très grave en soi. Mais parfois, c'est vrai que c'est aussi pas grave de pas se situer quelque part précisément. C'est pas forcément quelque chose de très grave. Toi, c'est un problème que t'as moins, je suppose, parce que toi, t'es situé, on sait où t'habites, toi. Moi, Encore que je dis ça, mais en fait... Non, parce que moi je dis je suis de gauche, mais du coup il y en a pour qui je suis d'extrême gauche, et il y en a pour qui au contraire je suis un SOSDEM, hein, ils disent. Donc c'est là Il y a pour des le gens coup. pour qui Il t'es y a trop des à gens droite. qui pensent que t'es un SOSDEM. Bah ouais, parce que Ah du coup un réformiste si tu veux. Vu Ouais, que je dis pas tout cramer tout le temps, Ah mais en oui, fait c'est des fois vrai. je dis quand même tout cramer, donc du coup il y en a. J'aurais pas dit SOSDEM, c'est marrant. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que sur Twitter, si tu dis du mal d'Emmanuel Macron, t'es LFiste. Et si tu dis du mal de Mélenchon, t'es macroniste. C'est un peu... J'ai l'impression qu'il y a quasiment pas d'entre-deux Il parfois. y en a qui demandent SOSDEM, ça veut dire social-démocrate, et la social-démocratie, c'est une tradition plutôt en Europe du Nord, mais qu'en gros en France, en même temps je dis ça, mais pas du tout, parce que François Hollande lui-même s'est revendiqué de la social-démocratie, donc c'est grosso modo le PS, le centre-gauche, quoi. Je suis Oui. jospiniste. Vous avez vu, il y a les 3 mecs qui sont allés chercher Jospin là à l'île de Oui. Ré. C'est Oui, un j'ai c'est vu. un article qui a pas mal tourné. Jospin 2022, non mais bon, non mais je sais pas. Ouais. On Je- sait pas, non. on pourra en parler avec notre invité. On pourra en parler avec notre invité Ouais. qui est arrivé et qui est prêt. Chers amis, comme chaque semaine, nous avons l'immense plaisir dans l'émission Backseat de recevoir un invité ou une invitée politique de premier plan qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, merci.
Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Najat Vallaud-Belkacem, je le disais dans la première partie de l'émission, vous êtes engagé en politique depuis plusieurs années maintenant. Vous avez été élu en région Auvergne-Rhône-Alpes aux dernières élections régionales, mais avant ça, vous avez surtout été ministre de l'Éducation nationale. On s'en souvient de 2014 à 2017. Entre-temps, vous avez quitté la politique en 2017 pour prendre la direction d'une ONG qui s'appelle One. Puis vous vous êtes présenté au régional. Vous êtes de retour en politique ? Je suis là où c'est utile d'être, en fait. Et il me semble qu'à certains égards, la société civile, donc le monde des ONG, est peut-être parfois ce qu'il y a de plus impactant, en tout cas sur le débat public. Et puis, évidemment, la politique, moi, je continue à être persuadée que dans la mesure du possible, exercer des responsabilités, c'est ce qui permet de faire changer les lois. Donc c'est ce qui est le plus essentiel. C'est un peu, si je puis dire, un peu à la mode à gauche de quitter la politique pour aller dans les ONG. On pense à Cécile Duflot, on pense à Benoît Hamon plus récemment. Oui, c'est vrai qu'il y a une, je ne sais pas si on peut qualifier ça de mode, mais en tout cas, il y a une interrogation, une quête permanente de la part d'un certain nombre de responsables politiques de l'efficacité, en fait. Et il y a des moments où on a le sentiment que le climat politique, le débat politique est tellement... on bute à... Pourri aussi, vous pouvez le dire. Non, mais il y a un moment, J'allais dire à la médiocrité. Non, mais on sent que vous l'aviez sur le bout de la langue, donc je le lâche pour vous. Le débat est pourri. Vous le sentez comme ça en ce moment, le débat Najat Vallaud-Belkacem ? Il est compliqué, le débat, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que tout nous tire vers le bas. C'est-à-dire ? Enfin, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Quand vous allumez votre télévision, que vous écoutez un petit peu de quoi il est question, très souvent, vous vous dites, mais en fait, les priorités des gens sont ailleurs. Honnêtement, est-ce que le sujet, c'est l'identité matin, midi et soir, ou est-ce qu'on va parler de sujets économiques? Est-ce qu'on va parler de la société telle qu'elle est? Est-ce qu'on va parler du monde d'après Covid-19 qui est censé nous avoir appris beaucoup de choses, nous avoir rendu conscients de beaucoup de choses? Et vous avez forcément la même impression que moi, c'est-à-dire que toutes les tribunes qu'on a écrites, toutes les acclamations aux fenêtres le soir pour les personnels de première nécessité, etc., tout ça est tombé dans l'oubli quand on écoute le débat public. Donc, il faut savoir qu'il y a un univers dans lequel ces prises de conscience des dysfonctionnements de la société, à l'échelle nationale comme internationale, demeurent et où on essaye quand même de faire bouger les lignes. C'est le monde des ONG. C'est peut-être pour ça que s'y retrouvent beaucoup d'hommes politiques. On l'a quand même dit en première partie de l'émission, il y a une partie quand même du débat qui s'organise autour de la question du pouvoir d'achat et de la précarité. On pense notamment à la précarité énergétique. D'ailleurs, je vous avais dit que je vous tiendrais au courant, priorité au direct, cette émission est extraordinaire. Jean Castex, il a dit quoi, Jean Castex ? Jean Castex a annoncé, je cite, une indemnité inflation de 100 € qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2 000 € net par mois. Il a précisé que les Français concernés n'auront rien à faire, ça sera automatique. Ce qui, moi, soulève beaucoup de questions. Parce que je me demande vraiment comment on va faire. Mais ok, hélicoptère monitre, très bien. Par ailleurs, le blocage des prix du gaz sera maintenu sur toute l'année 2022. Donc voilà pour les annonces de Jean-Michel Castex. On va parler de Jean-Michel tout à l'heure. Donc Jean Castex, je vous l'avais promis, donc je vous tiens au courant, c'était en direct pendant la première partie de l'émission. Il y a quand même une partie de la campagne présidentielle. C'est pas votre première campagne présidentielle. Vous soutenez Anne Hidalgo aujourd'hui, vous avez soutenu Ségolène Royal en 2007, François Hollande en 2012. Vous sentez que cette campagne présidentielle-là, elle est si différente que ça des précédentes ? En fait, ce qu'on sent dans cette campagne présidentielle, et c'est sans doute pour partie l'effet de ce qui s'est passé à partir de 2017, c'est-à-dire En Marche, la Macronie, ni droite ni gauche, etc., c'est une perte de repères considérable, considérable, qui fait que, au fond, les deux formations politiques, gauche-droite, qui structuraient un petit peu le paysage où on pouvait se reconnaître ou être en opposition avec, ayant été affaibli considérablement, on a l'impression qu'il ne reste plus qu'une espèce de ventre mou avec des convictions très moyennes, avec beaucoup d'opportunisme. Et donc, si c'est l'opportunisme qui a le vent en poupe, alors dans ce cas-là, le plus opportuniste de tous, ça peut être un Zemmour. Enfin, je veux dire, si c'est l'opportunisme, la valeur cardinale, on en arrive à n'importe quoi et on finit par oublier ce qui, encore une fois, structure l'engagement politique. Pourquoi un jour vous vous dites, tiens, je vais m'engager à gauche ou à droite? Parce que vous croyez à des solutions économiques, sociales, pour la société. Et aujourd'hui, il n'en est plus du tout question dans le débat. En fait, la seule chose dont il est question, c'est à qui sera le plus sensationnaliste, qui dira les choses les plus incroyables, les plus choquantes, les plus provocantes. Mais ça ne peut pas faire un débat politique, en fait. Or,
je vous le dis ce soir, comme j'imagine que beaucoup d'autres le disent, mais demain matin, une nouvelle fois, vous allez allumer votre télé, puis finalement, la première question qui va être posée par les journalistes dans les matinales, c'est et vous, votre réaction à la dernière saillie de Éric Zemmour? C'est la faute à qui? C'est la faute aux médias ou... Comment on s'est retrouvé dans cette situation-là où en effet il n'y a que ces positions qui sont audibles, que celles-là qui sont relayées, que ces sujets qui sont obsessionnels sur tous les plateaux? Est-ce que c'est uniquement de la faute aux médias? Est-ce qu'il y a une responsabilité du gouvernement? Je pense qu'il y a un La sujet classe quand même politique. et que d'autres ont analysé bien mieux que moi et ce serait intéressant que vous les invitiez. Je pense à quelqu'un comme Julia Cagé, par exemple, sur la question justement des médias. C'est comment est-ce que le monde médiatique est devenu un commerce comme les autres, c'est-à-dire à la recherche de ce qui fait le plus de clics, de ce qui fait le plus vendre. Et ce qui fait le plus vendre, c'est rarement la vérité, c'est rarement la raison, c'est rarement l'intérêt général. Donc oui, on a vraiment un affaiblissement, j'allais dire, du monde médiatique qui entraîne derrière lui. Et d'ailleurs, lequel monde médiatique lui-même est affaibli d'abord par un autre phénomène qui s'appelle Google, qui s'appelle même aujourd'hui comme média, comme journal, si vous voulez exister, il vous faut avoir des reprises fréquentes sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, c'est une prime encore une fois, au sensationnalisme, au buzz, et qui, par définition, est aux antipodes de la raison, de la construction, de l'anticipation, de la planification d'un projet de société à long terme. On est vraiment dans l'immédiat, l'immédiat des émotions, l'immédiat des haines, du coup, aussi. Et c'est ce qu'on a vécu aux États-Unis, c'est ce qu'on est en train de vivre chez nous. Il y a plein de gens qui font référence au fait qu'on n'est pas obligé d'allumer sa télé le matin, on peut aussi regarder Twitch, c'est vrai, bien sûr. Gaspard. J'ai quand même envie de vous faire, Madame la Ministre, vous faire réagir sur une saillie ou du moins une sortie récente, celle de votre ancien, je ne sais pas si on peut dire boss, mais patron François Hollande quand il était président de la République. Il a fustigé les candidatures de gauche, de Lilliputienne. Il a même sorti un ouvrage dans lequel il fait des descriptions quand même pas franchement flatteuses de Jean-Luc Mélenchon, d'Arnaud Montebourg. Il va pas franchement aider, là il n'aide pas franchement la gauche à s'unir, à se réconcilier. Vous êtes en accord avec cette sortie médiatique de François Hollande? Il y a des choses avec lesquelles on ne peut qu'être d'accord, c'est-à-dire, par exemple, constater qu'aujourd'hui, on a malheureusement la gauche la plus bête du monde. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le constater. C'est évident, l'incapacité de la gauche à s'entendre et à présenter un visage uni est un problème. Moi-même, j'ai fait cet exercice au moment des élections régionales, puisque vous avez évoqué ce que j'ai fait au printemps dernier, d'aller essayer dans une région, franchement, dans laquelle le président sortant, c'était Laurent Wauquiez. Donc, a priori, quand même, à gauche, on sait que c'est un sujet, que c'est un problème et qu'il faut réussir à lui reprendre cette présidence de région. Et j'ai constaté l'incapacité de la gauche, même en faisant tous les efforts du monde. Oui, mais ne formulez pas ça comme si c'était mon sujet, comme si je n'avais pas réussi. Parce que, en fait, j'ai absolument tout fait pour, c'est-à-dire y compris en laissant la tête de liste à d'autres si besoin était, etc. Mais il n'y avait pas d'envie de se mettre ensemble. Et c'est en ça que je dis, oui, malheureusement, on est en train de traverser une période où on a la gauche la plus bête du monde, comme un jour on a eu la droite la plus bête du monde. Bon, donc il y a un sujet structurant de la gauche qui est un problème aujourd'hui. Comment est-ce que ça se résoudra? Je pense que ça ne se résout que par la régénération des appareils. En fait, il faut que de jeunes générations, plus activistes, plus radicales sur ce qu'elles pensent, plus engagées peut-être, et pas simplement dans le calcul, viennent prendre la place dans les appareils politiques et que, au fond, la question des idées et des valeurs l'emporte sur la question des personnes. Vous croyez en une renaissance du PS comme grand parti de pivot de l'union de la gauche? Justement, après, là où je ne suis pas forcément d'accord sur tout ce qui a été dit récemment dans les expositions médiatiques de François Hollande, c'est que par contre, je pense que le premier travail à faire, c'est aussi de reconnaître les choses quand elles sont faites. Et par exemple, il est injuste de dire que le Parti socialiste, depuis 4 ans, n'aurait pas travaillé. Il y a des gens qui travaillent au Parti socialiste, il y a des députés qui se battent vaillamment depuis 4 ans, dans un contexte, encore une fois, médiatique, un peu compliqué après 2017, où il y a eu ce storytelling du nouveau monde contre l'ancien monde, qui a cherché à renvoyer à l'ancien monde les partis de gouvernement, etc. Donc c'était compliqué pour ces élus socialistes-là de se faire entendre, et néanmoins, il y a eu du travail qui a été formulé, qui a été effectué. Il faudrait pouvoir le reconnaître. En fait, il faudrait que chacun y mette du sien. C'est un tout petit peu facile, d'une certaine façon, de commencer par jeter le bébé avec l'eau du bain et dire en fait, tout le monde est mauvais. Voilà. D'accord. Léa ?
Alors, c'est intéressant ce que vous disiez, parce que vous êtes en train de mettre en opposition l'ancien monde, le nouveau monde, mais tout à l'heure, vous étiez en train aussi de nous dire que finalement, l'appareil politique doit être renouvelé, en quelque sorte. C'est pas faux. Je viens de terminer un ouvrage sur la place des femmes en politique, et je me suis rendu compte qu'en fait, pour les femmes, d'une part, mais aussi les personnes qu'on considère comme étant minorisées, c'est très difficile d'intégrer le monde politique. Vous faites le constat, il faut des gens avec un engagement différent, peut-être un engagement plus radical, un engagement militant. Comment on fait concrètement, dans une réalité qui est celle du milieu politique et du monde politique aujourd'hui, pour intégrer ces personnes-là, sincèrement? S'agissant des femmes, en fait, j'allais dire, s'agissant de toutes les... Je sais bien que les femmes ne sont pas une minorité. On peut dire minorisées, à ça l'échelle, fonctionne. mais à l'échelle démographique, de fait, elles sont plutôt majoritaires que minoritaires, comme vous le savez. Mais dans le monde politique et dans le monde des responsabilités, elles restent une minorité. Et donc, s'agissant de toutes les minorités, le problème, c'est qu'on ne pourra résoudre leur absence ou leur invisibilisation que par la masse, en fait. Il faut être très nombreuses. Et en réalité, vous savez, il y a une règle très simple qui s'applique d'ailleurs aussi bien au monde politique qu'au monde de l'entreprise, qu'à n'importe quel cercle ou réunion. Si vous êtes moins de 30% de femmes, en l'occurrence, eh bien, on ne vous écoute pas pour ce que vous avez à dire, mais on vous regarde pour ce que vous êtes, un peu comme une anomalie, entrez là par effraction, et donc du coup, l'attention se dissipe au moment où vous prenez la parole. Dans les médias, on va vous décrire pour ce que vous portez plutôt que pour ce que vous racontez, etc. Donc c'est la fameuse règle tragique des moins de 30% qui vous rend en fait inaudible ou invisible. Et donc il faut être plus de 30%. Donc comment il faut être plus de 30% en politique. Alors en politique, on met des quotas dans les partis. Oui, bien sûr, avec la parité, avec les quotas, c'est quand même des avancées. Quand je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens pour remettre ça en question, enfin, j'ai envie de dire, vous avez raison, allez, retournons en arrière. Alors que, en fait, même avec la parité en politique, même avec les quotas, on n'est pas encore au bout du chemin, puisque le bout du chemin, c'est pas simplement d'avoir 40 ou 50% de femmes dans les institutions, c'est de faire en sorte qu'elles aient des fonctions qui leur permettent d'intervenir sur tous les sujets possibles et pas simplement reléguer à certaines, par exemple les fonctions sociales et pas les fonctions régaliennes. C'est aussi qu'il y a une forme d'éducation des médias à rendre compte de ce qu'elles ont à dire, en leur accordant la même importance qu'on accorde aux hommes. Donc en fait, c'est un travail de fond culturel et c'est peut-être le travail le plus difficile à faire. Vous savez, et surtout au sein des partis, vraiment. Comment on fait pour renouveler un parti politique et faire en sorte qu'il y ait une nouvelle génération plus radicale, plus engagée, comme vous le précisiez. Et moi, je trouve ça très intéressant, effectivement. Et je pense que ça contribue au renouvellement de l'offre politique, qui explique aujourd'hui aussi pourquoi, finalement, c'est difficile pour certaines personnes d'aller voter. Concrètement, comment on fait? Typiquement, au PS, qu'est-ce que vous faites? Moi, si vous me demandez mon avis à moi, si j'étais en responsabilité en l'occurrence, je pense que par exemple, le temps est venu dans chaque élection à laquelle vous concourez de vous dire j'applique aussi un quota. En l'occurrence, pas simplement de femmes, puisque les femmes, d'une certaine façon, c'est déjà là par la parité, mais aussi de génération. On ne présente plus aucune liste électorale dans laquelle il n'y ait pas au moins 25% de moins de 25 ans ou des choses comme ça. Et je pense que c'est vraiment par le renouvellement générationnel qu'on va réussir à mettre fin aussi aux vieilles haines recuites entre des gens qui sont là depuis trop longtemps et qui ont tous des raisons de ne plus se supporter. Voilà, je pense que c'est ça. Après, il y a aussi, si vous voulez, pour toutes les femmes, qu'elles soient en responsabilité politique ou pas, par exemple, vous-même, vous n'êtes pas a priori en responsabilité politique, mais vous avez une voix qui porte parce que vous intervenez dans le débat médiatique. Je pense qu'il y a aussi une façon d'être au monde, entre guillemets, qui consiste à ne rien laisser passer. Moi, je suis assez fan, je dois le dire, de la forme d'activisme des jeunes générations que je rencontre, par exemple. J'assure un enseignement à Sciences Po où j'ai créé une formation sur les questions d'égalité femmes-hommes et politique publique. Et je vois bien dans ces jeunes générations à quel point elles laissent rien passer. Le niveau d'intolérance à l'égard du sexisme, du patriarcat, de la hiérarchie des sexes est très élevé maintenant. Et je pense qu'en fait, il faut leur laisser la voix. Il faudrait que dans les médias, on entende ça. Et ça me fait plaisir de temps en temps quand j'allume une radio et que je vois que ce sont toujours les mêmes invités, je parlais Finkielkraut et d'autres, et puis après j'entends dans les questions des auditeurs une voix un peu plus jeune qui vient et qui bouscule tout ce monde et qui dit mais moi pardon, votre monde c'est plus le mien, je vois pas les choses comme ça. Et
il faudrait que médiatiquement, politiquement, on laisse beaucoup plus la parole à cette génération-là. C'est Sandrine Rousseau qui avait très bien compris ça et qui a utilisé ça dans sa campagne. C'est une campagne qui vous a parlé, la campagne de Sandrine Rousseau, la campagne interne ? Moi, j'ai trouvé en tout cas qu'elle était allée au bout de ce qu'elle avait à dire, qu'elle l'avait assumé avec beaucoup de courage, qu'elle s'en est pris quand même plein la gueule. Et de ce point de vue-là, j'ai plutôt de l'admiration. Et puis surtout, au-delà de ce qu'elle pouvait défendre et de sa façon d'être, c'est quand même fascinant de voir l'accueil qui lui a été réservé. Et ça ne m'a pas surprise, hein, pour être franche. Ouais, son score vous a pas surpris? Oui, mais moi je parlais de l'accueil, l'accueil négatif excusez-moi. en réalité. L'accueil négatif, vous avez bien vu comme tout le monde lui est tombé dessus. Enfin, quand je dis tout le monde, les observateurs habituels lui sont tombés dessus avec beaucoup de violence. Bien en fait, sûr. moi ce qui me frappe, c'est que quand je relis la vie politique telle que je l'ai connue ces dernières décennies, parce que vous l'avez dit, j'ai eu la chance finalement de la voir de près par une campagne présidentielle en 2007 auprès de Ségolène Royal, en 2012 auprès de François Hollande. Ensuite, en 2017, j'étais ministre. Bon, j'ai vu tout ça de très près. Et je me dis, en fait, sans chercher aucunement à victimiser les femmes, je sais qu'elles ne le veulent pas et elles ont raison et je ne le veux pas non plus. Mais force est de constater que ce n'est pas la même chose d'être une femme et un homme. Et pas simplement parce que vous êtes moins nombreuses, etc. Mais quand, par exemple, vous prenez des femmes ministres... En fait, quand vous prenez des ministres dans l'absolu, tous les ministres, quel que soit leur poste, à un moment donné, sont amenés à mener des réformes, prendre des décisions. La vie politique, elle est faite d'opposition. Donc, vous aurez face à ces réformes et ces décisions toujours une opposition qui va être véhémente contre vous. La différence entre des réformes et des décisions prises par des femmes ministres par rapport à des hommes ministres, c'est que face aux hommes ministres, l'opposition va s'acharner sur le fond de l'affaire. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord avec votre réforme de l'assurance chômage, on n'est pas d'accord avec votre réforme de l'assurance santé, enfin, des choses comme ça. En l'occurrence, c'est une femme qui porte la réforme de l'assurance chômage. Non, mais dans l'histoire. Mais Dans je vois ce que vous l'histoire. voulez dire. Quand, par exemple, Xavier Bertrand était ministre de la Santé, l'opposition de gauche n'était pas d'accord avec lui et elle n'était pas d'accord avec sa réforme de la santé. Quand Michel Mercier était ministre de la Justice, l'opposition de gauche n'était pas d'accord avec sa réforme, elle n'était pas d'accord avec sa réforme sur le fond. Alors Quand que ce sont vous- des femmes qui sont porteuses, et que ce soit des femmes de droite ou des femmes de gauche, hein, quand Roselyne Bachelot est ministre de la Santé, l'opposition face à elle va s'en prendre au nombre de masques qu'elle a commandés, non pas sur le mode « votre décision est une mauvaise décision sur un plan technique et on n'est pas d'accord avec elle sur un plan politique », mais sur le mode « mais vous êtes complètement folle ». En fait, on s'en prend à la femme. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, revient l'idée que la femme politique est là par effraction, que c'est une anomalie. Vous êtes complètement folle, vous aviez vos humeurs, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'hystérie. Et après, on peut transposer ça, je veux dire, Christiane Taubira, évidemment, ministre de la Justice, moi-même, ministre de l'Éducation. Enfin, on voit bien que les oppositions et les passions qui se déchaînent face à vous quand vous menez une réforme, du fait que vous soyez une femme, sont très, très, très personnalisées et que derrière, au fond, c'est le fait que vous soyez une femme qui dérange encore plus que toute autre chose. Usul. Oui, je voulais revenir au sujet sur lequel on était juste avant. Oui. Le truc sur François Hollande, notamment, parce qu'on parle beaucoup de François Hollande, mais bon, on ne va pas s'intéresser tellement à ce qu'il raconte, mais plutôt à ces années Hollande. Jospin, en son temps, avait fait le bilan des années Mitterrand avant de lui-même proposer son Droit projet. d'inventaire. Le droit d'inventaire, voilà. Est-ce que ce qui manque pas aujourd'hui au PS et ce qui fait qu'il y a une éternelle suspicion de la part des gens qui, on n'est pas dans le débat raison ou émotion, je pense qu'il y a des gens qui ont des très bonnes raisons d'en vouloir follement au PS, d'avoir pas été à la hauteur, lui en vouloir pour la loi travail, pour la déchéance de nationalité, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir fait le bilan de Hollande fait que le PS est toujours suspect de nous proposer finalement le prochain Macron? On a l'impression que le Macron qui vient de ce gouvernement-là, ces années-là se ressemblent. Les années Valls, Hollande et les années Macron, il y a quand même beaucoup de points communs. Alors, est-ce qu'il a été fait ce droit Donc, d'inventaire? Mais en on fait quoi de Hollande maintenant? Parce que même Anne Hidalgo, parfois, rechigne à le citer, etc. quoi. Mais en fait, c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure qu'à partir de 2017, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la voix des socialistes était devenue complètement inaudible, que c'était d'ailleurs assez injuste parce que je suis bien placée pour le savoir. Il y a des députés socialistes qui travaillent comme des brutes, etc. Bon, donc c'est assez injuste.
dans cette inaudibilité-là, dans le fait que, bon, bah, voilà, médiatiquement, on était passé à autre chose. L'opposition, c'était plutôt Mélenchon ou alors la droite, mais c'était plus les socialistes. Y compris le travail d'inventaire qui a été réalisé par le Parti socialiste est passé complètement inaperçu. Par Olivier Faure en 2018. Oui, sur le absolument. Congrès. Pourtant, ce travail a été réalisé. C'est ça qui est dingue. C'est que comme, en fait, il est arrivé à un moment où on ne s'intéressait plus du tout aux socialistes, même ce travail-là, on l'a pas vu médiatiquement. Et donc, aujourd'hui, ben, voilà, vous avez le sentiment que ça n'a pas été fait. Mais ça a été fait. Et le plus surprenant, c'est que quand vous réfléchissez bien, Hollande, le premier, l'a fait son travail d'inventaire. En ne se présentant pas. En ne se présentant pas, non mais d'une certaine façon. Ouais, non, bien c'est sûr. vrai. D'une certaine façon, en ne se présentant pas. Et les socialistes l'ont fait en choisissant Benoît Hamon comme candidat, d'un certain point de vue. Oui, absolument, absolument. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, quand vous comparez par exemple à Sarkozy ou à Chirac, bon, c'était peut-être autre chose, mais enfin, est-ce qu'ils ont fait un travail d'inventaire? Est-ce que vous avez déjà vu Sarkozy reconnaître qu'il avait fait une connerie en prenant telle ou telle décision? Moi, Hollande, je l'ai déjà entendu, évidemment, reconnaître qu'il avait fait une erreur avec la déchéance de nationalité. Les socialistes, je les ai entendus 1000 fois interroger des décisions comme le CICE ou comme d'autres. Toutes les parties prenantes de cette affaire sont revenues 50 fois sur l'affaire Leonarda. Enfin bon, c'est des choses qui remontent à un passé. T'avais oublié? Ouais, voilà. C'est un bon Donc, souvenir. moi, j'ai plutôt le sentiment, au contraire, qu'on a souvent fait l'inventaire. Mais la seule question qui demeure, et vous l'avez aussi très justement posée, c'est cette espèce de suspicion sur le fait que quand même Macron, c'était pas un peu l'enfant de Hollande. Et alors, au est-ce que fond, c'est le cas? Là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui fait mal, en fait. Parce que moi-même, je suis obligée de reconnaître qu'en 2017, ce qui nous a un peu porté préjudice, c'est que de nombreux socialistes, bien intentionnés dans le sens restant socialistes, se sont dit, finalement, Hollande lui-même semble considérer que Macron est un peu son héritier, donc peut-être qu'en fait c'est son héritier, tiens, on va s'intéresser à la Macronie et puis tiens, on va la rejoindre. C'est ça qui s'est passé en 2017. Le gros des troupes quand même est venu, je pense, des socialistes. Et en fait, ce mal originel-là, on n'en est toujours pas sorti parce que une fois que vous avez fait un choix, c'est très difficile de renier votre choix. En disant ça, je parle des socialistes qui sont allés se porter sur Macron. Ils veulent pas finalement avoir tort. Alors ils se mettent à le défendre absolument contre vents et marées, même quand il est évident qu'il n'agit pas dans l'intérêt des plus vulnérables, etc. Ils essayent de trouver des arguments disant que si, quand même, il a une jambe gauche, vous savez, la fameuse jambe gauche. Et nous, quand je dis nous, c'est le travail de ceux qui sont restés quand même attachés à ce socialisme, etc., et qui considèrent que la Macronie n'est pas l'héritière du socialisme, bien loin de là. C'est très difficile pour nous de convaincre ces gens de revenir. Et pourtant, je dois dire que c'est quand même une partie du travail qui doit être fait, parce que sinon, on ne reconstituera pas nos troupes, quoi. Moi, j'ai l'impression que les héritiers c'est une thèse que j'ai déjà défendue ici, mais que les héritiers du Parti socialiste aujourd'hui, parti réformiste, social-écologiste, etc., c'est plutôt les Verts. Et il y a eu une défection très récemment au Parti socialiste, Lamy, qui est parti donc François Lamy, c'est ça? Ah, François Lamy. Oui, il a quitté du coup le PS après des années et des années pour rejoindre l'équipe de Jadot. Mais oui. Et est-ce que c'est pas ça aujourd'hui, le vrai héritier du PS et des gens qui étaient de gauche au PS, c'est plutôt d'aller vers Europe Écologie Les Verts? En plus, il y en a qui sont passés par génération aussi. Non, mais en fait, plus généralement, le sujet, c'est qu'une force qui était une force avant s'est découpée en plusieurs forces aujourd'hui, quoi. Et donc, oui, vous allez le PS, retrouver... pourquoi faire? En même temps, est-ce que vous avez le sentiment qu'une autre sous-force, entre guillemets, de la force préexistante, est en capacité d'assurer le leadership aujourd'hui? Moi, c'est ma vraie interrogation. C'est, au fond, tout le monde nous dit qu'il faudrait que le Parti socialiste laisse tomber son leadership. Mais si on avait le sentiment que derrière, il y avait une autre sous-force de gauche qui était prête à assumer le leadership, pourquoi pas? Il y en a dans le chat qui disent LFI. Mélenchon, oui. Mais non, mais c'est une très bonne question. Mais est-ce que LFI est désireuse, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, d'assurer le leadership de l'ensemble de la gauche? Non. La réponse est non. Parce que assumer le leadership de l'ensemble de la gauche, ça commence par reconnaître que tout le monde a une place à table. Par exemple, quand le Parti socialiste jouait ce rôle de leadership de la gauche, il admettait quand même qu'autour de la table, il fallait qu'il y ait des écologistes, des communistes, etc.
Jean-Luc Mélenchon, depuis qu'il s'exprime, on l'a toujours entendu expliquer que les socialistes, de toute façon, c'était persona non grata. Puis après, il étend de plus en plus le domaine du persona non grata. Vous voyez, donc les communistes, ça va devenir persona non grata. C'est pas ça que j'appelle assumer le leadership de la gauche. Gaspard. J'aimerais vous poser une question sur votre activité en tant que ministre de l'Éducation nationale, notamment. Vous avez introduit quand même, Najat Vallaud-Belkacem, la question du genre au sein de votre ministère. Aujourd'hui, plus récemment, une circulaire de Jean-Michel Blanquer concernant l'accueil des élèves transgenres a été publiée fin septembre. D'aucuns disent qu'en fait, il ne fait que poursuivre un petit peu votre action ministérielle. En 2013, vous aviez fait expérimenter le programme des ABCD de l'égalité dans 600 classes de primaire. L'objectif, c'était de lutter contre les stéréotypes de genre. Le programme avait été vivement critiqué, finalement abandonné à la rentrée 2014. Est-ce que c'était trop woke pour les Français ? Moi, j'allais poser la même question. J'allais dire, est-ce que vous n'êtes pas l'ambassadrice en France du wokistan ? Non, mais en fait, à chaque fois que j'entends le mot woke, ça me C'est pas une insulte dans ma bouche du tout. Ça me hérisse, mais à un point que vous n'imaginez pas. Mais pourquoi ça me hérisse ? Parce que en fait, on l'utilise comme un... À tort et à travers. Oui, à tort et à travers, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis surtout comme l'illustration des dangers qui guettent notre société. Enfin, je veux dire, être woke, c'est être éveillé aux inégalités, être éveillé aux dominations et comprendre qu'en fait, il y a des sujets dysfonctionnels, on va dire, dans notre société qu'il faut savoir traiter, que sont les discriminations et les inégalités. C'est tout. Vous vous rendez compte que c'est ça ? En fait, ça me fait penser à quand on traite les gens qui s'occupent de droits de l'homme et qui sont attachés aux libertés fondamentales, on les traite de droits de l'homiste. C'est exactement la même chose. Quand vous dites wokiste, j'entends droits de l'homiste. J'ai envie de vous frapper, quoi. Ça me rend dingue parce que je me dis, non, mais ça y est, là, on a touché le fond. Anne Hidalgo a bien dit qu'elle ferait pas sa campagne sur le wokisme. Oui, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je dis pas qu'il faut faire une campagne sur le wokisme par ailleurs. Je dis juste qu'en fait, il faut pas réutiliser... qui est d'ailleurs le thème péjoratif qui est utilisé pour parler de woke. C'est comme droit de l'homisme. Je veux dire, on n'utilise pas les mots des opposants, de la droite réactionnaire, etc. Ou du printemps républicain. Quand on est de gauche. Oui. Bon. Puisqu'on a les pieds dans le plat, allons-y franco. Votre successeur Jean-Michel Blanquer a lancé il y a quelques jours, il l'a annoncé, un laboratoire de la République, je cite, qui est un cercle de réflexion dans le but affiché de remporter la bataille contre le wokisme. Je cite à nouveau Jean-Michel Blanquer. Vous avez signé une tribune dans Libération aujourd'hui, une tribune au vitriol contre cette décision, reprenant ce que vous étiez en train de dire. Vous dites carrément que Jean-Michel Blanquer insulte l'institution scolaire. Vous parlez même d'un combat de la droite identitaire et conservatrice contre la gauche égalitaire et émancipatrice. Vous avez l'intention de mener un combat contre Jean-Michel Blanquer sur ce sujet ? Enfin, je crois m'être fait le porte-voix, en l'occurrence, de beaucoup d'enseignants qui n'en peuvent plus. Enfin, il faut en avoir conscience. C'est pas parce que la presse continue d'être extrêmement complaisante avec Jean-Michel Blanquer à un point que je ne comprends pas, qu'on est obligé d'être dupe et de tomber dans le panneau. La vérité, c'est que c'est à feu et à sang l'éducation aujourd'hui. Je veux dire, les enseignants n'en peuvent plus. Pas simplement du mépris, c'est pas une question de mépris, mais de l'instrumentalisation de ce qu'ils sont, de leur métier, par Jean-Michel Blanquer, qui est quand même leur ministre, qui est censé être là pour les défendre, pour les porter dans une période très difficile. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de prof bashing permanent en ce moment. Alors, pendant un temps, c'était ces profs qui ne bossaient pas, qui refusaient les réformes, etc. Maintenant, c'est carrément devenu ces profs qui refusent de transmettre les valeurs de la République et de la laïcité. À qui Jean-Michel Blanquer a proposé d'aller carrément faire un autre métier. Exactement. La FSU, principal syndicat dans le secondaire, c'est... Ce qui rappelle une expression, vous vous en souvenez de triste mémoire, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Là, c'est vraiment... L'éducation, tu l'aimes. Les valeurs de la République, tu les aimes ou tu quittes l'enseignement. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une forme de McCarthyisme aujourd'hui derrière woke, oui. C'est tout ce qu'est la gauche en fait. Honnêtement, c'est une évidence. Regardez ce qui se passe dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous vous rendez compte le nombre de chercheurs qui ont été cloués au pilori par ce gouvernement quand le gouvernement a prétendu qu'il y avait une gangrène de l'université par l'islamo-gauchisme, etc. Enfin, on parle de gens qui sont en train de travailler sur des sujets complexes, qui éclairent la société, qui essayent
simplement de nous faire comprendre mieux et aller mieux collectivement, et qui sont traités comme s'ils étaient des complices de terroristes. Mais c'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Et c'est comme ça qu'on en arrive au climat politique dans lequel on est aujourd'hui et qu'on déplore tous. On a l'impression qu'on s'approche du trumpisme plus que jamais. Bah oui, bien sûr, à force de considérer que la recherche, la raison, les intellectuels, les enseignants, c'est un problème, dans quoi on se réfugie? Dans les fake news, dans l'idéologie, dans l'instrumentalisation. Et Jean-Michel Blanquer, franchement, en est un agent assez évident. Et je pense que ça ne trompe quasiment plus aucun enseignant, mais à ma grande surprise, ça continue à tromper le monde médiatique. Oui, moi je veux revenir sur le printemps républicain, parce que ça c'est des combats qu'on... Tu peux préciser de quoi on parle? Alors le printemps républicain, c'est une espèce de petit groupe à la base d'intellectuels. Ah oui, maintenant c'est un parti, mais à la base c'était une espèce de collectif d'intellectuels, de gens, il y avait un politologue là-dedans, bref, et qui sont partis en guerre pour défendre justement une conception, on va dire, comment dire ça, de la laïcité, de combat, voilà, strict. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, ouais. Voilà, et puis de fil en aiguille, ils sont devenus à ferrailler contre les néo-féministes, contre les antiracistes devenus fous, etc. Donc c'est un espèce de lobby de think tank conservateur, mais qui a ses entrées au Parti socialiste. Il me semble qu'Olivier Faure avait signé le premier manifeste du printemps républicain à l'époque. On en est où aujourd'hui? Ce que vous dites ne ressemble pas du tout à ce que dit le printemps républicain. On en est où aujourd'hui de l'influence de ce genre d'idées-là au PS? D'abord, moi j'ai vraiment le sentiment, je vois ce que c'est parce que je suis comme vous, c'est-à-dire je passe mon temps à lire ce qui se dit sur les réseaux sociaux, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même relativiser parce qu'en fait c'est le monde des réseaux sociaux. Oui, mais ça a une influence, c'est-à-dire il pèse. Mais ça a une influence sur le débat public, indéniablement. Puis surtout, ce qui est assez frappant, c'est une forme de violence en fait dans les échanges, dans l'opposition, etc. On a le sentiment que c'est à qui clivera le plus, à qui transformera tout en guerre civile. Et en fait, c'est contre ça qu'il faut qu'on ait le courage de s'élever tous collectivement. Je veux dire, en juste se rappelant qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Si ça se trouve, parmi vous, certains pensent comme le printemps républicain, j'en sais rien. En effet, c'est pas mon cas. Mais je veux dire, je pourrais admettre que certains d'entre vous pensent cela et ne pas vous détester immédiatement. En fait, on est entré dans le monde de la détestation immédiate. Comment voulez-vous qu'on discute, qu'on débatte et qu'on fasse démocratie comme ça, quoi? Il y a un sujet avec ça. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, en fait, alimentent ce type de comportement. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est que nous ayons toujours des médias qui ne suivent pas, qui ne soient pas dans la roue des réseaux sociaux, qui n'adoptent pas les mêmes mécanismes dans la foulée. Or, de plus en plus, ils les adoptent. Alors que pendant un temps, malgré tout, je me souviens, quand j'étais ministre de l'Éducation, j'expliquais souvent ça justement aux élèves. Je leur disais, vous savez, la différence entre une information que vous allez trouver sur les réseaux sociaux puis une information que vous allez trouver dans la presse, c'est que le journalisme, c'est de l'investigation, c'est du croisement de sources, etc. Je leur expliquais la différence. Il y a aussi des gens qui bossent bien sur Internet quand même. C'est pas... Oui, je me sens un peu dans une opposition. Non, attention, un peu... quand je dis sur Internet, moi je parle de Titi69 qui tweet et encore généralement plutôt en anonyme. Il y a des très bonnes émissions sur YouTube, il y a des très bonnes émissions sur Twitch. C'est pas Internet dans l'absolu, c'est l'univers un peu grisâtre de la fake news ou de la moitié fake news qui... Oui, mais il y a des journalistes aussi qui contribuent à ça, il faut le dire. Il y a certains médias qui contribuent aux fake news. Bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque finalement on en a même un qui se prétendait journaliste et qui va être candidat et qui a fortement contribué à tout ça, donc oui, c'est certain. C'est certain, mais... Gaspard ? J'ai une autre question sur un petit peu l'école, toujours l'éducation. L'école française a pas des super classements. D'ailleurs, c'est parfois des pires d'Europe avec le classement PISA 2018 notamment entre la 15e et 21e place. Et puis, j'ai envie d'opposer ça à une autre remarque. Depuis les années 80, il y a un objectif de réformer le bac, qui est une histoire assez interminable depuis plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation, crée en 1986 le bac pro et avait fait une célèbre déclaration à l'époque en disant 80% d'une classe d'âge atteindront le bac d'ici à 2000. Donc, en 2017, la part des bacheliers dans cette nouvelle génération a atteint les 78,9%, ce qu'on appelle un peu la massification de l'enseignement, qui est une volonté louable, plutôt de la gauche, cherchant à donner accès aux études au plus grand nombre des élèves, des étudiants. Mais
aujourd'hui, 40 ans après, tout le monde a plus ou moins le bac, et puis le niveau, c'est pas forcément élevé. J'aimerais vous faire réagir un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose, cette massification de l'enseignement? Oh là là. Donc, tout le monde n'a pas le bac non plus. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a voulu donner le bac à de plus. Je fais un peu boomer en fait. Je me rends compte avec la question. c'est ça. Mais c'est pas grave. Je vais rester. C'est un rôle. Mais je vais rester quand même dans ma position en vous posant la question, est-ce que il ne faut pas plutôt chercher à élever le niveau? Comment vous positionnez par rapport à ça? En fait, de façon très simple, c'est que, si vous voulez, le monde a changé, en fait. Vraiment. Le monde des années, et c'est toute la difficulté quand vous avez des débats autour de l'éducation, c'est que généralement ceux qui prennent la parole dans les débats, qui signent des tribunes, etc., c'est souvent plutôt des gens d'un certain âge et qui vous parlent d'une école qui était celle de leurs souvenirs en sépia des années 60, 50, qui vous parlent du coup d'un truc qui n'existe plus en fait. Et là, franchement, l'expression « OK boomer », elle s'applique mais particulièrement bien dans les débats sur l'éducation. De quoi vous me parlez? Je veux dire, oui, le débat sur l'autorité, des trucs comme ça. Des débats sur l'autorité, des débats même sur la mixité sociale dans les établissements scolaires, etc. Moi, je me souviens, à chaque fois que je menais une réforme, justement pour aller vers une plus grande réussite scolaire pour tout le monde, en fait, pour dire les choses rapidement, après on pourra expliquer ce que c'est, j'avais affaire à des vieux observateurs et polémiqueurs qui me disaient, polémistes plutôt, qui disaient mais non, c'est normal qu'il y ait une élite, tout le monde n'a pas vocation à réussir. D'ailleurs, moi, dans mon école, jadis, on comprenait que c'était comme ça que ça fonctionnait, etc. Sauf qu'on n'est pas jadis, en fait, on est aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit, c'est le monde du savoir. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui fait votre force, c'est l'information. Ce qui fait votre richesse, votre capacité à vous en sortir dans la vie, c'est la capacité, finalement, à connecter, en fait, dans le monde actuel, l'informatique, la multiplicité des informations, un monde même du point de vue géopolitique qui a évolué, qu'il faut réussir à comprendre. Aujourd'hui, vous devez évidemment parler l'anglais, sinon vous vous en sortez pas, même si, quel que soit le métier que vous exercez, même comme agriculteur, vous devez parler l'anglais parce qu'à un moment donné, les échanges font que. Donc, dans le monde nouveau qui est le nôtre, qui peut espérer pour ses enfants qu'ils ne fassent pas d'études ? Honnêtement, disons-le nous sincèrement, et quelles que soient ces études, parce qu'il faut évidemment accorder le plus grand respect aux études généralistes, comme aux études professionnelles, comme aux études techniques. Enfin, voilà, c'est pas le sujet, mais des études, c'est-à-dire s'élever le plus possible dans la compréhension de son environnement et dans sa capacité à le maîtriser, qui plus est parce que nous sommes dans un monde où la machine, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le robot dans les usines, etc., et puis l'informatique, l'ordinateur, le numérique, ont pris une place tellement grande que si l'individu ne les maîtrise pas, c'est la machine qui maîtrise l'individu. Enfin, on le sait tout ça. Donc, qui peut désirer pour ses enfants qu'ils ne soient pas le plus possible éduqués, diplômés de l'enseignement supérieur pour aller le plus loin dans cette maîtrise-là du monde qui les attend? Mais personne. Tous ceux qui signent des tribunes là, en vous disant « mais non, il faut être malthusien dans l'accès à l'enseignement supérieur, tout le monde n'a pas vocation à aller à l'université, etc. » Mais tout ça, c'est des hypocrites. Jamais ils diraient ça à propos de leurs propres enfants. Ils ne le disent qu'à propos des enfants j'utilise leur terme en mettant des guillemets parce que je hais cette terminologie, de la masse. Quand ils vous parlent de la masse des élèves, c'est comme s'ils parlaient du bétail. Ils en ont strictement rien à foutre du bétail. Le populaire, les gens des autres, des petites classes, des catégories populaires. Et c'est ça le problème. Et quand on est un tant soit peu progressiste et qu'on pense à la fois à l'intérêt des individus et à l'intérêt collectif de la société, on se dit, oui, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui aillent dans l'enseignement supérieur. Lorsque j'étais ministre, on avait un objectif qu'on martelait très souvent qui était il faut que 60% d'une classe d'âge soit diplômée de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire et au moins la licence. La licence, ouais. On disait ça. Vous avez peut-être pas remarqué, bien sûr la presse n'en rend jamais compte, mais depuis 2017, cet objectif, il n'en a plus jamais été question.
on ne parle plus jamais des 60%. Non, c'est fini, c'était un objectif socialiste. C'était un objectif qui est dépassé. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, on vous parle de quoi? De malthusianisme. J'explique pour tous ce que veut dire malthusianisme dans l'enseignement supérieur. C'est précisément, tout le monde n'a pas vocation à faire des études supérieures. Donc franchement, les universités, elles n'ont pas vocation, comme les grandes écoles, à accueillir tout le monde. Donc on va vraiment limiter l'entrée, on va faire Parcoursup. Le sous-investissement, le sous-investissement dans l'université, il est intentionnel. C'est dans le cadre d'une guerre de classe presque En tout cas, pour ceux qui portent cette politique que je viens de décrire de malthusianisme, du coup c'est aussi un confort parce que du coup on n'a même pas à se poser la question des moyens supplémentaires budgétaires à mettre dans l'enseignement supérieur, alors qu'évidemment il faut des milliards de plus dans l'enseignement supérieur. Il faut construire des nouvelles universités, il faut former davantage, il faut mieux accompagner les étudiants pour leur éviter le décrochage, parce qu'il y a aussi du décrochage dans l'enseignement supérieur. Mais en tout cas, si vous allez voir ce qui se passe dans d'autres pays du monde, y compris en Asie, etc., vous vous rendez compte que en fait, la plupart des pays ont compris qu'il fallait investir sur l'enseignement supérieur pour une très 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 large part de leur jeunesse. Pourquoi est-ce que nous, on est en train de faire le chemin inverse ? C'est un mystère pour moi, c'est un mystère. Et je disais, pour les individus, c'est évidemment leur intérêt, et pour la société, évidemment qu'on a tous intérêt à produire des gens qui soient à faire grandir des gens qui soient en capacité d'être des entrepreneurs, d'être des chercheurs, des têtes chercheuses, de comprendre la société, de l'aider à s'améliorer, plutôt que des gens qui soient dépassés, et même potentiellement, si on s'en tient aux décrocheurs scolaires, des gens qui seront aidés, assistés par la puissance publique toute leur vie, ce qui coûte en fait à la fin plus d'argent. En parlant de moyens dans l'éducation, la candidate que vous soutenez, Anne Hidalgo, a proposé, ça a fait grand bruit, de multiplier presque par 2 le salaire des enseignants, avant de revenir sur sa proposition en disant que ça prendrait du temps, etc. C'est pas un peu démago comme proposition, multiplier par 2 le salaire des profs? Moi, je pense qu'il faut augmenter évidemment le salaire des enseignants. Et j'allais dire, c'est même plus large que les enseignants. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, il y a 2 sujets qui me frappent. Il y en a un qui devrait tous nous frapper, et le plus révoltant, c'est plutôt qu'on l'ait oublié au sortir du Covid-19, c'est que, je le disais tout à l'heure, on s'est tous retrouvés à acclamer les premiers de corvée, les métiers de première nécessité, les soignants, les caissières, etc., même les gens qui ramassent nos poubelles et tout ça, dont on s'est rendu compte qu'en fait, on avait tellement besoin d'eux. Tellement besoin d'eux, et qu'il fallait revaloriser leur salaire. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a eu le Grenelle, le Ségur. Le Ségur pour les personnels soignants. Le Ségur de la santé, etc. Oui, on a touché une petite partie des personnels soignants, on les a pas tous touchés, puis surtout, ça n'a absolument pas couvert les caissières, et d'autres, les femmes de ménage. Il y a des primes parfois, mais voilà. Voilà, donc à coup de primes, mais pas. On n'a pas eu cette espèce de révolution, et il est temps là de la demander, de l'exiger, cette révolution. C'est aussi à ça que doit servir l'élection présidentielle, c'est à demander des comptes, à dire on avait tiré ces conclusions du Covid-19 et du confinement, passons aux actes maintenant. Donc ça, c'est un scandale que les métiers de première nécessité soient si mal payés. Puis il y a un deuxième scandale, alors on ne les a pas appelés les métiers de première nécessité, mais je suis sûre que vous voyez ça autour de vous comme moi je le vois, c'est ce que j'appellerais, pour aller vite, les intellectuels précaires. Et dans les intellectuels précaires, vous mettez les profs, vous mettez les enseignants-chercheurs, vous mettez les journalistes, vous mettez tous ces métiers, les pigistes, voyez, tous ces métiers, de gens qui ont fait quand même beaucoup d'études, qui ont beaucoup de choses à apporter à la société, une plus-value, etc., et qui, en fait, se retrouvent à être payés, mais vraiment des queues de cerises, de façon complètement injustifiée. Et c'est d'autant plus insupportable, me semble-t-il, que... en même temps, on voit dans d'autres secteurs, et moi j'avoue que je les ai aussi découverts ces dernières années, parce que je ne les voyais pas forcément de très près, mais le monde des multinationales, des cadres qui sont payés des centaines de milliers d'euros par an, etc. Et on se demande... Quelle est la justification d'une telle différence de revenus entre quelqu'un qui fait de la recherche, je sais pas moi, en sciences sociales ou en sciences dures, peu importe, mais en tout cas qui va faire progresser la société entière, puis quelqu'un qui, dans une entreprise, va faire des relations publiques. Pourquoi est-ce que vous allez avoir cette différence de salaire ? Pourquoi est-ce qu'à l'échelle d'une compagnie comme Carrefour, vous avez un PDG qui va être payé... Vous la connaissez, la réponse ?
400 fois plus que sa caissière. Enfin, c'est vraiment ça, en fait. Moi, je pense que... Donc, pour revenir à votre question sur la candidate actuelle, je pense que la question des rémunérations est absolument centrale parce que, en fait, c'est une hérésie qu'on marche sur la tête et que, comme on n'accorde pas à la fois les moyens de vivre décemment, mais aussi la reconnaissance aux gens qui mériteraient de la reconnaissance, en fait, on installe un mal-être permanent. Enfin, je veux dire, nos sociétés sont déprimées. Et je comprends qu'elles soient déprimées parce que finalement, quand vous faites un métier un peu intéressant, du coup, vous êtes payé au lance-pierre, vous voyez. Oui, je comprends. Donc, en fait, il vous faut choisir entre vivre ou faire un métier. Enfin bon, c'est tout ça est, à mon avis, un vrai sujet de campagne présidentielle, beaucoup plus que les prénoms des uns et des autres. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser quitter le plateau. On fait une très courte pause et on se retrouve après pour conclure cette émission. À tout de suite.